Ouais, bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce meeting du NPA Rosa Luxembourg de Nantes. Donc pour ce meeting qui s'intitule Dans le monde, la crise sanitaire n'a pas confiné les colères. Donc on va parler de la situation un peu actuelle dans le monde entier et des bagarres qu'il y a en cours. Et tout d'abord, on va commencer cette réunion avec un petit rappel historique de la date particulière d'aujourd'hui, donc le 1er mai. Le 1er mai 2019, l'année dernière, alors qu'à Paris, la traditionnelle manifestation était noyée sous les lacrymogènes avant même son départ et que le gouvernement avait fait circuler des fausses informations comme quoi il y aurait eu une prétendue attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par les manifestants sur le trajet de la manifestation, bah, notre président, il se fondait d'un tweet, faux hommage aux travailleurs et vrai hommage au travail comme valeur morale, qui laisse dans la bouche un goût amer. Avant lui, ses prédécesseurs n'étaient pas en reste. Pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles 2012, Hollande et Sarkozy avaient eux aussi donné une vision du travail et du 1er mai un peu particulière. Sarkozy avait ainsi organisé une fête du vrai travail, en fait un meeting, en déclarant le 1er mai, nous allons organiser la fête du travail, mais la fête du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, de ceux qui sont exposés, qui souffrent et qui ne veulent plus que quand on ne travaille pas, on puisse gagner plus que quand on travaille. Hollande, lui, il avait rétorqué je n'oppose pas les Français entre eux, moi. Je ne fais pas, le jour du 1er mai, une fête des uns contre les autres. Le 1er mai serait donc cette fête républicaine de concorde nationale autour d'une valeur chère à tous, le travail. Alors si les politiciens de la bourgeoisie s'acharnent à transmettre cette image du travail et du 1er mai, c'est pas parce qu'ils pensent vraiment que le travail tel qu'ils le prônent a des vertus morales particulières, mais parce que le travail, c'est le combustible que les capitalistes consomment pour produire, et surtout pour faire des profits. Car le 1er mai, s'il s'appelle fête du travail sur le calendrier, en fait, il ne l'est pas. Nous devons cette falsification historique à Pétain, qui en 1941 a remplacé la fête internationale des travailleurs en une fête chauvine du travail comme moyen de purification morale. Cette modification, comme beaucoup d'autres, elle n'a pas tant embarrassé que ça les gouvernements suivis qui l'ont gardée comme telle. Pourtant, le 1er mai, c'est pas une fête de concorde nationale, et encore moins une fête du travail comme valeur morale. C'est bel et bien une fête des uns contre les autres, qui tire ses origines dans l'histoire de la lutte des classes. Aux origines du 1er mai, on trouve les mobilisations des ouvriers de la fin du 19e siècle pour la journée de 8 heures de travail. Une journée qui serait équitablement répartie entre 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs, bien loin des journées de travail qui étaient réellement faites à cette époque, qui étaient par exemple de 10 heures en Angleterre, 12 heures en France et 14 heures dans d'autres pays, et donc qui rythmaient encore la vie des ouvriers et des mineurs dans tous les pays capitalistes avancés. Le 1er mai 1886, la classe ouvrière états-unienne elle est appelée à la grève générale pour l'obtention de la journée de 8 heures par les syndicats. À Chicago, la grève est dure. Elle se prolonge le 2, elle se durcit encore, et le 3, la police tue 3 grévistes. Ce qui donne lieu à un rassemblement le lendemain sur le Haymarket Square, où la police tire dans le tas et tue des dizaines d'ouvriers. S'en suivront la condamnation à mort de 7 syndicalistes anarchistes et une vague de répression à l'encontre du mouvement ouvrier états-unien. 3 ans plus tard, en 1889, la deuxième internationale, ou internationale social-démocrate, décide lors de son congrès de fondation de créer une journée internationale de lutte pour la journée de 8 heures. Et elle fixe la date au 1er mai de l'an suivant, en référence aux événements de Haymarket Square. À partir de ce moment, le mouvement ouvrier fera grève et battra le pavé tous les ans ce jour-là, dans le monde entier. Pour la deuxième édition de cette fête internationale du travail et des travailleurs, à Fourmies, dans le nord de la France, donc une ville de mineurs. Donc la troupe tire sur la foule gréviste et désarmée, en faisant 10 morts. Cet événement, il contribuera lui aussi à enraciner la tradition du 1er mai pour les partis ouvriers de l'ouest de l'Europe. Alors dans beaucoup de pays dans le monde, le combat pour la journée de 8 heures il sera remporté dans les décennies qui suivront. En France, c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, alors qu'une vague révolutionnaire se déverse sur l'Europe et que la bourgeoisie française concède la journée de 8 heures et le 1er mai comme jour férié et chômé. Effrayé par la vague ouvrière montante, et ça seulement 8 jours avant le 1er mai. Il devait attendre une manifestation peut-être un peu chaude. Le 1er mai, il est depuis resté, non pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs. C'est aussi le souvenir des martyrs de Chicago, de Fourmies, de Portella della Ginestra et de tant d'autres. Cette journée, elle nous rappelle que le progrès social, il n'a pas été obtenu par l'humanisme
ou la charité des capitalistes et leur personnel politique plus ou moins progressiste. Les avancées comme la journée de 8 heures, les congés payés, les augmentations de salaire, ils ont été gagnés de haute lutte dans un bras de fer avec le gouvernement et le patronat. Enfin, le 1er mai, qui est fêté à travers le monde entier, tout comme la journée de lutte pour le droit des femmes le 8 mars ou encore l'international, le chant du mouvement ouvrier dans le monde entier. Tout ça, c'est des héritages du mouvement ouvrier de cette époque, le tournant entre le 19e et le 20e siècle. Et tout ça, ça me rappelle qu'à ses débuts, le mouvement ouvrier, il était dans sa totalité internationaliste. Que le slogan « Les ouvriers n'ont pas de patrie », c'était pas une lubie ou des mots en l'air pour se donner un air humaniste sympa qu'on réciterait les jours de fête pour le folklore, quoi. Mais en fait, c'était une orientation politique de tous les jours. La plupart des organisations du mouvement ouvrier, si elles continuent de chanter l'international et de célébrer le 1er mai, elles ont renoncé à la lutte et à la révolution comme moyen de transformer la société. Et elles ont renoncé aussi à l'internationalisme. Nous, au contraire, on pense toujours qu'il n'y a pas de divergence d'intérêt entre les exploités du monde entier, et que c'est qu'avec tous les opprimés, à l'échelle du monde entier, que, pour paraphraser Macron, on construira l'avenir. Alors c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui dans ce meeting, et donc je vais laisser la parole à Camara, qui va nous parler de notre perspective d'un monde sans frontières. Ok, merci Clément. Bonjour tous à tous. Tu sais, la pandémie du coronavirus a mis à nu la stratégie capitaliste du monde, tant sur le plan social, économique et politique. Les capitalistes ont été incapables de gérer cette crise sanitaire parce qu'ils avaient probablement sous-estimé l'ampleur et les conséquences qui pouvaient arriver. Dès l'apparition de la maladie en Chine et chez ses voisins, on ne croyait pas que cela pouvait devenir une pandémie. Cela malgré le fait que certains spécialistes ont lancé l'alerte afin de permettre aux États de prendre des dispositions adéquates et efficaces pour contrer cette pandémie. Chose qui n'avait pas été rapidement prise en considération par certains États capitalistes. Le seul sentiment qui prévalait et qui prévaut toujours est celui de sauvegarder leurs propres intérêts à tout prix, sans pour autant se préoccuper des intérêts collectifs. Certains États capitalistes sont cependant parvenus à prendre des mesures anticipatives et fortes et efficaces qui ont donné des résultats probants. Parmi ceux-ci, nous avions l'exemple de Hong Kong avec une densité de 7000 habitants par kilomètre carré et durant 3 mois de propagation, il a été enregistré 600 cas de contamination avec seulement 4 décès courant mars. Mais le début de l'apparition de la maladie, le port généralisé à 100% des masques de protection et l'isolement des malades ont permis d'obtenir ce résultat. Il n'y a pas eu de fermeture des magasins ni de l'administration en dehors des établissements scolaires et universitaires. Face à la crise, certains États ont mis en place la fermeture de leurs frontières. On voit que dans les faits, cette mesure est loin d'être efficace et durable pour résoudre la crise sanitaire qui menace l'humanité aujourd'hui. Et elle s'avère même obsolète car elle n'a pas pu freiner ou briser réellement la chaîne de contamination de la maladie. En exemple, le président américain Trump reprochait à ses homologues européens de ne pas vouloir, comme lui, fermer leurs frontières et menaçait également de fermer les siennes aux Européens et Asiatiques. Et pourtant, aucune mesure de protection efficace n'était prête. De nos jours, les usages sont les plus touchés par ce Covid-19 avec plus d'1 million de cas confirmés et plus de 63 000 morts à l'heure actuelle. Ce qui démontre que la fermeture des frontières n'est pas une solution efficace. Il est plutôt nécessaire et primordial que nous associons nos forces pour mener ensemble une lutte coordonnée et participative pouvant nous permettre d'éradiquer progressivement cette maladie et également sauver des vies. Il faudrait pour cela généraliser les droits et devoirs à l'ensemble de la population mondiale et qu'il ne soit
pas catégorisés arbitrairement suivant les nationalités, le territoire ou la couleur de peau. À titre d'exemple, le transfert des malades français dans des hôpitaux allemands ont permis de sauver des vies. Si le mal et le capital ne connaissent pas de frontières, alors il doit en être de même pour les personnes. Mais le système que nous vivons aujourd'hui voit autrement les choses. Il estime et déduit que le malaise social vient en partie de l'immigration. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la propagande raciste et de la xénophobie enfouie qui se solde par le rejet de l'autre. Par exemple, en Chine, les étrangers d'origine africaine et afro-américaine ont subi récemment l'atrocité policière et leur rejet par la société chinoise du simple fait que certains parmi ces étrangers ont été testés positifs. Et par déduction, tous ces étrangers africains constituent une menace de propagation de la maladie. Ces personnes n'avaient plus le droit de faire leurs courses dans les magasins. Cette façon d'engendrer la tension sociale est une des méthodes qui illustre le principe de division du capitalisme, méthodiquement et systématiquement élaboré pour dissimuler leurs failles et imposer leur hégémonie. L'individualisme capitaliste a toujours des conséquences drastiques. La mauvaise gestion de cette crise est un exemple éloquent. On ne nous disait pas tout et à temps sur cette crise du Covid-19. Sauf que, un peu partout, nos politiciens nous faisaient croire que tout était mis en œuvre pour l'empêcher de se propager. Mais la réalité était tout autre. Rien n'était prêt. Aucune mesure anticipative réelle n'avait été prise malgré l'alerte lancée. Ceci laisse à supposer qu'aucune leçon n'avait été tirée dès lors que la Chine et ses voisins ont été touchés. Le manque de mesures de prévention ou encore quelques manques d'infrastructures, des moyens de protection et même la tergiversation sur la prise des décisions ont contribué à accélérer la propagation de la maladie. Parmi les conséquences engendrées par cette crise, nous avons le cas des exilés. Aujourd'hui, les migrants traversent d'énormes difficultés en cette période de pandémie. La situation des migrants était déjà précaire dans certains cas et elle s'est rapidement dégradée. Par exemple en Grèce, dans le camp de Moria sur l'île de Lesbos, où s'entassent quelques 19 000 personnes pour une capacité de 3 000 places. Dans ces conditions, les mesures barrières, la distanciation physique devient très compliquée à réaliser. La préoccupation majeure de tous ces États est comment gérer cette crise sanitaire et économique. Tandis que les personnes en précarité, notamment les SDF et les migrants, sont touchés de plein fouet par cette maladie. En Nantes, par exemple, la plupart des migrants et SDF vivent aux dépens des associations. Et le dysfonctionnement lié à cette crise vient encore impacter négativement de plus à l'accès aux besoins de première nécessité. À Nantes, par exemple, de nombreux réseaux de solidarité sont à l'arrêt. Exemple, Logis Saint-Jean, Brin de Cossette, restriction des bains douches, j'en passe. Nous apprenons un peu partout le déconfinement progressif sans pourtant avoir toutes les garanties de son bon déroulement. Le nombre de décès s'accroît tous les jours. On est loin de la fin de crise. Rien ne justifie qu'on est en condition de recul du virus et à l'abri des rechutes. Il y a d'énormes questions autour de ces déconfinements dont nous pourrons discuter tout à l'heure. Face à ce constat, contrairement au repli sur soi national, nous défendons une politique internationaliste. Si nous revendiquons l'abolition des frontières, ce n'est pas par utopisme, mais parce qu'elles sont un outil d'oppression des capitalistes et ne protègent pas la population, ni d'une prétendue invasion qui n'existe pas, comme les chiffres des INS le démontrent,
ni de la transmission des maladies. Les capitalismes se servent des arguments xénophobes pour diviser la classe ouvrière. Ils ont cependant besoin de l'immigration pour employer la main-d'œuvre bon marché. Rappelons que le secteur bâtiment en France emploie en majorité des travailleurs étrangers et que les autoroutes françaises ont été construites à 90% par des étrangers. Ce qu'ils veulent, c'est en fait d'une immigration contrôlée qui sépare là encore les bons migrants des mauvais migrants. Contrairement à la philosophie des anti-migrations qui prétendent à tort qu'ouvrir la frontière est synonyme d'invasion, nous répondons qu'ils se trompent de cible. Ce que nous combattons également est l'impérialisme capitaliste, qui est en partie la source d'instabilité politique, économique et écologique. On ne se déplace pas par plaisir d'un pays à un autre, à travers une mer ou un continent. Mais lorsqu'on ne se sent plus en sécurité, c'est pourquoi nous revendiquons la liberté de circulation et d'installation pour toute l'humanité. À l'ère de la crise, nous pensons qu'il est plus que jamais temps de défendre une politique internationaliste pour les travailleurs. La lutte contre le capitalisme n'admet pas de frontières. Ceux qui prônent l'intérêt et l'unité nationale, avant tout, ne servent pas mieux les intérêts de la classe ouvrière, mais l'amènent dans une impasse. Si le capital dépasse les frontières, alors l'union des travailleurs doit être de même. Des travailleurs français, roumains, algériens, guinéens ont plus d'intérêts en commun qu'un travailleur français et patron français. Nous visons la solidarité internationale des prolétaires dans une société sans classe, ni État, ni exploitant. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Donc, nous le verrons, le Covid et le confinement d'un tiers de la population mondiale n'ont pas empêché l'organisation de résistance, mais celles-ci sont nées dans le sillage d'une large vague de contestation. La crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons survient dans un contexte de tensions sociales accrues depuis quelques années à travers le monde. 2019, notamment, aura été une année de pandémie de la colère, avec des soulèvements dans toutes les parties du monde. De Hong Kong au Honduras, en passant par le Kazakhstan, le Soudan, Haïti, Porto Rico, le Chili, la Colombie, mais aussi l'Égypte, l'Algérie, le Liban, l'Iran, et j'en oublie. Les peuples de nombreux pays se sont soulevés contre leur gouvernement, corrompu et autoritaire, contre les réformes antisociales et contre l'augmentation générale du coût de la vie. Un mot d'ordre pour résumer cette année 2019 pourrait être « dégageons le système ». Ce système qui favorise la concentration d'argent et de pouvoir pour la bourgeoisie et ses gouvernements, et jette des millions de personnes dans la pauvreté. Donc pour reprendre quelques exemples emblématiques de cette séquence de révolte à l'international, on peut regarder ce qui s'est passé en Algérie avec le Hirak, au Chili avec la contestation contre la vie chère et la politique libérale de Pinera, ou encore en France avec les Gilets jaunes et plus récemment la lutte contre la réforme des retraites. Donc en Algérie, depuis février 2019, le mouvement du Hirak a posé sur la table des revendications démocratiques, mais aussi sociales. La volonté de renverser la bureaucratie en place depuis des décennies, c'est le rejet d'un système détenu par des gouvernants et militaires aux intérêts fortement liés à ceux de la bourgeoisie. La bourgeoisie algérienne se serait bien contentée de changer de personnel politique, mais le peuple algérien ne peut s'arrêter là. Et c'est bien le système représenté par son personnel politique qui est rejeté par les manifestants. Au Chili, c'est en octobre 2019 que la révolte part d'une hausse du prix du ticket de métro de quelques centimes, révélateur de l'appauvrissement profond de la population urbaine. La mobilisation dans les rues est très forte, et c'est un affrontement de classes extrêmes et à caractère insurrectionnel. Ici aussi, c'est un système insoutenable auquel s'en prennent les travailleurs, chômeurs et jeunes précaires, qu'ils soient étudiants ou travailleurs. Ce système chilien est hérité de la dictature de Pinochet, qui avait imposé par la force armée et la répression massive une économie libérale, en brisant toutes les tentatives de résistance de la classe des travailleurs. C'est une génération de révoltés qui est née au Chili, reprenant le chemin des luttes sociales. Et enfin en France, depuis 2018, voire 2016 avec la loi travail, un regain des contestations sociales contrarie l'agenda de la bourgeoisie et fragilise l'exécutif.
En peine pour faire passer ces réformes antisociales, il durcit le ton, usant de plus en plus de la violence policière pour mater les contestations, intimider les manifestants et limiter la propagation et la coagulation, comme ils disent, des colères. En France comme partout, les politiques gouvernementales, de droite comme de gauche, ne prennent plus et trompent de moins en moins notre camp social. L'exécutif ne peut plus faire consensus dans la population. Le conflit social connaît alors un rebond historique, tant dans son intensité que dans la fréquence avec laquelle reviennent les mouvements sociaux. La réforme des retraites, dans les cartons du gouvernement depuis un bout de temps, a fait éclater à nouveau une lutte massive et relativement profonde, rassemblant des millions de travailleurs, retraités et étudiants dans les rues pendant plusieurs mois. Ce mouvement a été plus profondément marqué par une grève massive, dans le secteur des transports principalement. Les conducteurs, contrôleurs et agents de la RATP ont mené une grève majoritaire pendant plus de 2 mois. Cette organisation consciente de la lutte par les travailleurs a d'ailleurs été suivie dans de très nombreux secteurs. Un peu partout dans le pays, bien qu'elle ne fût pas majoritaire et que nous n'ayons pas eu de grève générale, c'est un nouveau pas fait par notre classe. Une première depuis des décennies, c'est ce contexte international explosif. Même si la révolte prend des visages différents là où elle souffle, elle présente des points communs d'un pays à l'autre. Contre les régimes autoritaires et corrompus, du Soudan à Haïti et de l'Iran à l'Algérie, l'opposition a montré sa détermination à en finir avec les cliques militaires et bureaucratiques. Au Chili, en Irak et en Iran notamment, cette aspiration s'est soldée par une réponse féroce des bourgeoisies locales, qui ont envoyé leurs chiens de garde contre les manifestants, sur les occupations des places et contre les grévistes dans les centres industriels, n'hésitant pas à réprimer dans le sang. Dans l'opposition au système capitaliste, sous ses différents masques, qu'ils soient des dictatures autoritaires ou des républiques démocratiques bourgeoises, les acteurs de cette révolte internationale se heurtent au pouvoir de l'argent et à la loi du profit. Et en face, les bourgeoisies de tous ces pays ne gardent qu'une chose en tête: stopper ces révoltes pour limiter les pertes, et pour ça, ils ne laissent pas sur la répression. Mieux vaut mutiler, terroriser et tuer que de perdre son contrôle politique et économique sur la société. L'organisation de notre classe en est à des balbutiements. Après des décennies de batailles sociales perdues, et parfois même des ruptures avec les traditions passées, tout est à reconstruire pour ceux qui luttent. Les grèves, les occupations de place, les manifestations insurrectionnelles ou pacifiques, les blocages des flux, sont autant d'expériences concrètes et de tentatives que mettent en place les opposants, avec l'objectif plus ou moins conscient de déjouer les plans de la bourgeoisie et de ses exécutants. Notre camp réapprend à marcher, et chaque pas est une accélération dans la lutte des classes. Ces résistances qui un peu partout ont fait monter la température sociale, se propageant comme une épidémie de révolte, font avancer sensiblement notre classe. L'action des masses montre une fois encore sa force et son potentiel révolutionnaire. Mais une autre épidémie tout aussi imprévisible vient perturber cette séquence. Et les résistances qui avaient commencé à s'organiser se sont adaptées. Partout, la maladie s'est ajoutée aux difficultés quotidiennes, à l'exploitation au travail et à la misère, même dans des régions considérées comme étant riches. Et ce cocktail mortel accentue la lutte pour la vie. Même le confinement le plus strict ne saurait confiner les colères. Bonjour à tous. Pour parler de ces résistances et de ces luttes dans cette période étrange de pandémie, on a choisi de s'intéresser à 3 zones géographiques, donc à savoir l'Algérie, le Liban et l'Amérique latine, particulièrement le Chili, l'Argentine et le Mexique. Si on a choisi ces zones, c'est parce que les populations y étaient déjà engagées dans un bras de fer avec leur gouvernement. Ce qu'on veut voir, c'est dans quelle mesure la pandémie a bousculé les contestations. Quelles résistances sont possibles à l'heure du confinement et quelle organisation des travailleurs et des travailleuses pour lutter contre la répression patronale et gouvernementale. Donc avec la mise en place du confinement, la contestation prend évidemment des formes bien différentes. On a en tête les images de la place de la Grande Poste à Alger, au lieu du Irak, qui a pu rassembler des milliers de manifestants chaque vendredi et qui est désormais vide depuis 1 mois. Pour autant, le confinement n'étouffe pas la colère, bien au contraire. Prenons le Liban par exemple, où une taxe WhatsApp avait fait éclater la révolte en octobre 2019. Le mouvement a ensuite évolué en lutte contre le système, dénonçant la corruption des élites comme du personnel politique et les inégalités. Le 9 mars dernier, le pays est déclaré en banqueroute. Des manifestations dénonçant une inflation galopante et une dépréciation sans précédent de la monnaie nationale ont éclaté fin mars à Beyrouth et à Tripoli, ainsi que des émeutes contre la faim. Le mot d'ordre était
Avec le virus, on a entre 3 et 6% de chances de mourir. Avec la faim, on meurt à coup sûr. Donc à choisir, on préfère le virus. La tension présente depuis octobre est toujours palpable. Cette semaine, de nouvelles émeutes ont éclaté à Tripoli, Beyrouth et Saïda, où l'armée a été déployée avec son lot habituel de gaz lacrymogène mais aussi de tirs à balles réelles. Un manifestant est décédé à Tripoli et on compte plusieurs dizaines de blessés. Face à la répression, la contestation se radicalise. Comme l'affirme le journal Al Jazeera, alors que les drapeaux libanais et les pancartes aux slogans élaborés étaient autrefois omniprésents dans les foules mixtes de familles avec enfants, ce sont de plus en plus souvent des jeunes hommes et femmes qui descendent dans la rue, pierres et cocktails Molotov à la main. À Beyrouth, une centaine de manifestants ont défilé dans le quartier de Hamra, où se trouve le siège de la Banque centrale, scandant des slogans contre son gouverneur. À Saïda, dans le sud du pays, des manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur la branche locale de la Banque centrale. S'il y a durcissement du conflit social, c'est parce que, comme le dit Rassan, un manifestant interviewé, la raison des émeutes qui ont eu lieu est la faim et le vol de l'argent des gens. Maintenant, le pays est en dessous de zéro et les gens meurent de faim. Et Rassan ajoute, mais bientôt cette faim mangera les dirigeants. Ce qui est à venir sera pire. Ce qu'on voit, c'est d'une part que la pandémie aggrave une situation déjà catastrophique et que les Libanais n'ont pas attendu le coronavirus pour s'opposer à leur gouvernement. Mais aussi que ce dont les gouvernements ont peur, c'est bien que les colères s'intensifient, que les explosions sociales reprennent et s'installent ici et là-bas. Alors ils se servent de la lutte contre le coronavirus pour faire taire les colères, étouffer les contestations et toute voix dissidente. En Algérie, certains prisonniers ont été relâchés pour désengorger les prisons. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une grâce à plus de 5000 détenus le 1er avril. Mais parmi eux, aucun prisonnier politique, pour qui emprisonnement et harcèlement sont devenus quotidiens. L'instrumentalisation du coronavirus est complètement assumée. Le 10 avril, Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, disait lors d'une émission de télévision que les militants du Irak avaient profité de la liberté sans prendre leurs responsabilités et ainsi poussé vers la mort des citoyens en les appelant à manifester les mardis et vendredis. Sur ce prétexte et en profitant d'un confinement qu'il fait respecter non plus à la matraque mais au tank, l'État algérien convoque, arrête, condamne les militantes et militants du Irak. Mais les Algériens et Algériennes résistent. Le Irak n'est pas mort. Pendant le confinement, très vite, dès le début de la pandémie, des réseaux de solidarité issus du mouvement de contestation se sont mis en place. Certes, freinés par la politique de centralisation de l'État qui cherche à garder le contrôle jusqu'au bout. Mais la population s'organise. L'État censure 3 médias, une radio pirate naît. L'État veut centraliser la production de masques et de respirateurs. Des entreprises et des bénévoles continuent la production en parallèle pour pallier les manques de matériel des soignants. Des soignants qui sont d'ailleurs les premiers à s'être mobilisés. À Blida, qui est le plus gros foyer de l'épidémie en Algérie, des hospitaliers ont organisé une grève pour réclamer le départ d'un chef de service et réclamer un minimum de matériel. Des protestations de la part des équipes médicales ont eu lieu également dans d'autres villes. À Bouira le 6 avril, Douira, Batna, Tiaret mi-avril, El Bnoud le 22 avril. Du fait des dégâts causés par la pandémie, et même si le confinement empêche la population de s'exprimer aussi fortement qu'auparavant, la contestation reste forte. Elle a déjà explosé dans plein d'endroits du monde, notamment du fait des réseaux militants et de solidarité déjà forts. Mais la répression des gouvernements n'est pas le seul ennemi des contestations. Au Liban, les liens de solidarité qui se tissent sont par quartier et donc confessionnaux. La mobilisation de ces derniers mois faisait passer l'aspect confessionnel au second plan, mais aujourd'hui, ce sont des groupes religieux qui organisent la vie des quartiers, se trouvent sur le devant de la scène et multiplient les annonces et campagnes publicitaires pour tenter de valoriser leurs actions dans la crise sanitaire. Et partout où ils peuvent, les gouvernements profitent du confinement pour augmenter le pouvoir des églises. En Amérique du Sud notamment, où la remise en cause du droit à l'avortement aurait normalement amené des milliers de personnes dans la rue, ils ont profité de la situation pour effacer le problème. Et voilà.
pour effacer le problème de l'avortement et de l'éducation sexuelle de la carte. Les idées réactionnaires prennent de l'ampleur, s'appuient sur de larges réseaux pour contribuer à étouffer la contestation qui peine à se faire entendre. Au Liban, en Algérie, mais aussi au Chili, où l'armée, plutôt qu'être accueillie par de larges manifestations comme l'année dernière, a pu imposer sa présence et un couvre-feu, les gouvernements se servent des luttes contre le virus pour lutter contre les opposants politiques. Cette instrumentalisation de la pandémie sert non seulement à faire taire les oppositions et les contestations, mais aussi à s'attaquer au droit du travail. Au Chili, des vagues massives de licenciements ont été protégées par de nouveaux décrets. Et les États n'ont souvent pas attendu la pandémie du coronavirus pour détruire le code du travail. Les dirigeants de tous les pays nous préparent à nous serrer la ceinture, à accepter des politiques d'austérité. Pour toute une partie de la population, la misère est déjà là et va s'accentuer pour les autres. Comme le prédit l'Organisation internationale du travail, la crise va détruire près de 200 millions d'emplois dans le monde et réduire drastiquement les revenus de 1,25 milliard de personnes supplémentaires parmi une population mondiale déjà pauvre. Les travailleurs qui dépendent du secteur informel sont particulièrement impactés par la pandémie et le confinement pendant lequel ils ne peuvent pas travailler ou bien sous menace de la répression. En Amérique latine, le confinement a des conséquences dramatiques pour les 18 millions de personnes qui vivent du travail domestique et en particulier 80% d'entre elles qui sont dans le secteur informel. Pour ces travailleuses, puisqu'il s'agit de 93% de femmes, le secteur informel, en temps normal, implique déjà une absence totale de droit du travail et de contrat de travail et de vivre à la merci de la volonté de leurs employeurs, de subir le travail à l'heure, les irrégularités de paiement, mais aussi de maigres revenus qui les empêchent d'arrêter de travailler et l'absence de toute couverture santé. En première ligne de la surexploitation capitaliste, ces travailleuses sont encore plus à la merci de leurs employeurs en période de confinement. On leur demande plus pour autant ou moins de rémunération. Les rythmes augmentent, les pauses diminuent. Et d'autant plus lorsque pour certaines d'entre elles, elles sont en quarantaine au domicile de leur employeur. Partout dans le monde, les femmes sont en première ligne, face au virus, à la précarité et à la violence domestique. En Amérique du Sud, ces violences sont déjà l'objet d'un combat depuis des années, notamment au Mexique, qui compte le plus grand nombre de féminicides au monde. En Argentine, des centaines de milliers de femmes se réunissent chaque année contre les féminicides et pour la défense du droit à l'avortement. Au Chili, quelques semaines avant la pandémie, 2 millions de femmes sortaient dans les rues à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars et de la grève des femmes le 9 mars. Sur les violences sexistes et sexuelles, la pandémie agit comme un révélateur, mais aussi comme un facteur aggravant. La quarantaine a entraîné l'augmentation de la violence machiste contre les femmes. En Argentine, dans la ville de Salta, on dénombre 15 plaintes quotidiennes pour violences depuis le début du confinement. Son expression la plus brutale, les féminicides, ont atteint 27 victimes pour le seul mois de mars en Argentine. C'est une véritable pandémie qui fait perdre la vie à une femme par jour dans notre pays, disent les militantes argentines. Avec une année 2019 marquée par 330 féminicides, où dans 67% des cas, les agresseurs sont des membres du groupe familial. Le 27 avril, le mouvement des femmes organisait une manifestation dans les rues de Capilla del Monte, en Argentine, exigeant la justice pour Cecilia Basaldúa, dont le corps n'a été retrouvé qu'au bout de 18 jours, et alors que le mouvement féministe de Cordoue et de tout le pays exigeait qu'on la trouve. Les militantes argentines le savent, depuis l'irruption de Ni Una Menos, le puissant mouvement des femmes est considéré par le monde entier pour ses initiatives politiques, sa combativité et son niveau de mobilisation. Face à cette force, les gouvernements n'opposent qu'une froide indifférence, ne répondent à leurs revendications de logement, d'aide économique et logistique, de travail, de congé spécial pour les femmes victimes, que par le plus lourd des silences. La pandémie et les inégalités sociales et de genre, comme les crises économiques, relèvent d'un même système. Le virus n'est pas la cause, la crise était déjà là. Mais le confinement accroît une situation déjà catastrophique, l'amplifie et rend les luttes d'autant plus nécessaires. La faim, déjà présente dans de nombreux pays d'Amérique latine comme le Venezuela, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Haïti,
se fait encore plus cruellement sentir en contexte de pandémie, avec des inégalités sociales exacerbées. Et la faillite des systèmes de santé est plus que jamais visible. La situation sanitaire est particulièrement dramatique au Brésil et en Équateur. Au Chili, des spécialistes prédisent qu'avec la réouverture du secteur public qui a eu lieu ces 2 dernières semaines, le système de santé ne tiendra pas le coup. Au Brésil, pour contester contre l'impréparation du gouvernement qui jusqu'il y a pas longtemps faisait la sourde oreille et bloquait toute mesure prise pour contrer l'épidémie, des soignants ont débrayé et protesté contre le manque d'équipements de protection individuelle, c'est-à-dire masques, surblouses, etc., dans plusieurs villes du Brésil, comme à Belém, São Luís ou encore Maranhão. En Argentine, dans le secteur privé, les travailleurs des grandes entreprises de la sidérurgie, de l'eau, du gaz et de l'alimentation ont dénoncé les problèmes et trouvé des moyens de lutte pour résister aux pressions patronales et exiger des protections pour leur santé. Cela s'est passé de manière identique dans les chemins de fer, les lignes de bus et les entreprises de l'imprimerie. Et pour la partie de la classe ouvrière la plus touchée par la paralysie économique qui se bat pour l'accès à la nourriture, l'assurance chômage et le fonctionnement des cantines populaires dans les quartiers, c'est le Pôle ouvrier, une organisation de chômeurs et travailleurs précaires qui a structuré une lutte pour défendre le droit à manger. À Ciudad Juárez, au Mexique, 13 ouvriers sont morts dans une boîte de la Lear Corporation. Faute de conditions de protection respectées, l'usine est devenue un important foyer de transmission du virus. Dans les maquiladoras, donc les usines d'assemblage, où les travailleurs mexicains sont exploités par des capitalistes américains, les propriétaires forcent les travailleurs à travailler pendant la pandémie en bloquant la sortie par une chaîne. Les travailleurs réagissent avec leurs armes, la grève et l'organisation. Les ouvriers qui produisent des pièces pour des sociétés transnationales à Tijuana, Matamoros, Mexicali, Reynosa et Ciudad Juárez ont exigé l'arrêt de toute production non essentielle, le paiement intégral des salaires en cas de fermeture des usines et la fourniture de soins de santé adéquates et de mesures de sécurité pour les habitants du nord industrialisé du pays. Au Chili, le gouvernement pensait avoir gagné en réussissant à imposer l'armée et après que les organisations sociales et syndicales ont battu en retraite. Mais des manifestations contre le gouvernement ont quand même été organisées, notamment contre le retour au travail dans de mauvaises conditions sanitaires. Si la mobilisation y est encore de faible ampleur, aucune des conditions qui a provoqué l'explosion sociale en octobre dernier n'a changé, et la situation économique et celle des hôpitaux a empiré. Tous les éléments sont réunis pour que la contestation reprenne de plus belle. En France aussi, comme l'a dit Romain, la contestation était déjà là avant la pandémie. Si les manifestations ont cessé et qu'on aurait bien sûr préféré passer ce 1er mai dans la rue à scander des chants révolutionnaires, la colère, elle, est toujours là. Notamment face aux annonces d'un gouvernement qui nous prend pour de véritables idiots. Le discours d'Édouard Philippe ce mardi était très attendu et l'on était, je pense, nombreux et nombreuses à se demander cette fois si les consignes seraient plus claires, mais ce ne fut pas vraiment le cas. D'après Philippe, il faudra donc vivre avec le virus, s'adapter localement et y aller progressivement, un plan de bataille qui demeure tout de même assez flou. Je vais revenir rapidement du coup sur cette allocution et ce fameux plan de déconfinement. Donc la stratégie première du gouvernement, c'est l'échelle locale, autrement dit la déresponsabilisation de l'État vers les pouvoirs publics locaux, donc préfets et maires, par rapport à l'ouverture des marchés par exemple ou des centres commerciaux de grande taille. Pour les écoles, il s'agit de faire revenir dans les classes les plus petits dès le 11 mai, donc pour que les parents aillent bosser, les plus grands pouvant finalement se garder tout seuls. Sur la manière concrète d'enseigner en cours, il faudra pour les enseignants un masque quand les distanciations sociales ne peuvent être respectées, pendant 6 heures, devant des enfants sortant de 2 mois de confinement, avec des masques qui doivent être enlevés dès qu'ils sont mouillés. Tout un programme. Philippe s'est aussi largement déresponsabilisé avec ses différents retours en arrière à travers les dernières semaines sur l'utilité ou non des masques et des tests. Et il invoquait pour ça des informations contradictoires de la part des scientifiques. Et pour les stocks, il se trouve que juste avant le début du confinement, il y avait un stock de 20 semaines qui a fondu plus vite que prévu et impossible forcément d'importer en masse en ces temps de confinement. Donc c'est encore ici la faute à pas de chance qui est invoquée, alors que l'on sait aujourd'hui que de nombreux rapports scientifiques ont poussé ces dernières années les gouvernements à faire des stocks de masques pour assurer s'il y avait une éventuelle pandémie.
On nous annonce aussi la mise en place de 700 000 tests virologiques par semaine dès le 11 mai, alors que la capacité de production de ces tests était de 28 000 il y a un mois à peine. Cette hausse très surprenante serait due au fait que les laboratoires vétérinaires et départementaux puissent enfin effectuer ce genre de tests. On insiste sur le enfin, puisque depuis le début du confinement, 75 laboratoires départementaux ont contacté le gouvernement pour proposer leur aide, et leur appel est resté sans réponse. Le gouvernement Macron préférant passer donc par des laboratoires privés et invoquant des blocages administratifs. Philippe fera finalement appel à notre civisme dans ces temps difficiles où se réunir à plus de 10 est interdit. Mais par contre, d'aller bosser à l'usine sans réelle protection et par centaines, ça contribue à la relance de notre chère économie. Il insistera aussi sur l'acte démocratique dont il a fait preuve en parlant devant l'Assemblée nationale alors qu'il aurait pu faire juste une conférence de presse. Il a par contre un peu moins précisé ce que seraient les restrictions de déplacement entre régions, la durée de ces restrictions et la nature des données récoltées, par exemple par leur appli Stop Covid. Donc, de quelle démocratie parle-t-on dans cette période où les travailleuses et les travailleurs n'ont jamais été entendus, n'ont jamais été consultés? Cette période où seuls les parlementaires ont le droit de voter pour planifier notre futur. La vraie colère, virale, comme a dit Édouard Philippe, en accusant certains parlementaires de critiquer la gestion de crise, s'exprime de façon pourtant concrète au sein de notre classe. À ce flou artistique, nous pouvons opposer des vraies luttes concrètes pour prendre en main nos affaires. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait des salariés d'Auchan au début du mois, à qui l'on avait au départ proposé une prime de 350 € donc pour les titulaires et des cartes cadeaux, rien que ça pour les employés à temps partiel. Ils ont obtenu gain de cause en obtenant une prime de 600 € net pour tous, ce qui reste quand même des miettes quand on sait le profit qu'engrangent actuellement les géants de l'agroalimentaire. Plus proche de nous, les salariés de l'AITA, donc la filière laitière du groupe Terena à Ancenis, ont débrayé pendant 5 jours en dénonçant les risques pris dans la situation sanitaire actuelle. La production avait en effet quasiment doublé depuis le début du confinement et les salariés travaillaient 6 jours sur 7. Ce surplus d'activité, la fatigue engendrée par les cadences ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont finalement obtenu une prime de 600 € qui a été très rapidement acceptée par le syndicat Force ouvrière, plafonnée donc à 20 € par jour, alors que leur demande initiale était de 1 000 €. Mais qu'est-ce que représentent ces 350 €, ces 600 € face au risque de contamination élevé présent dans de nombreuses entreprises? C'est peu, et l'on comprend la colère grandissante d'infirmières qui crient haut et fort qu'elles n'en veulent pas de ces 1 000 €, qui ne remplaceront jamais le manque de moyens humains, matériels, la fatigue et le stress accumulés depuis des années. Ces grèves, ces débrayages font entrevoir la lassitude de ces salariés, notamment dans des secteurs peu combatifs historiquement, mais surtout leur envie de dire stop face aux conneries rabâchées par les patrons et par les gouvernements successifs. Cette période permet aussi de réfléchir aux nombreux secteurs inutiles qui ont continué de produire pendant le confinement. Les Airbus, Renault, Amazon qui ont produit et livré sans se préoccuper de leurs salariés. Il s'agit, je pense, de repenser à quelle production est nécessaire, alors qu'aujourd'hui des agriculteurs britanniques jettent leur lait par milliers de litres pendant que la moitié du monde meurt de faim, et dans quelles conditions produire. Et les seules personnes réellement capables de jauger cela, c'est notre classe, celle qui produit les richesses. On l'a vu, le gouvernement ne sait pas trop sur quel pied danser. Il appelle à retourner au travail tout en finançant le chômage partiel. Il évoque la possibilité d'un rebond, donc d'une deuxième vague, alors qu'on sait pertinemment que celle-ci va arriver et que les soignants sont déjà à bout de souffle. Enfin, les lycéens, qui devaient retourner à l'école en même temps que les autres, retrouveront les bancs de l'école, peut-être en juin, peut-être en septembre, on ne sait pas trop. Face à l'incertitude, dans certains bahuts, les profs commencent déjà à s'organiser en présentant leurs interrogations et leurs revendications aux proviseurs pour anticiper la confusion générale qui se prépare. Les colères déjà présentes avant le confinement, on l'a vu, dans l'éducation, mais aussi dans le privé, dans les hôpitaux, ne font que croître. Il faut utiliser cette colère pour s'organiser tous ensemble. Les prochaines semaines, les prochains mois ne vont pas être simples, que ce soit avec la montée du chômage ou de la précarité, c'est vrai. Mais on pourra enfin bientôt tous se rassembler pour discuter, pour partager, pour échanger. Et on a une vraie voix à faire entendre dans tout ça.
Il faut renforcer les solidarités qui sont déjà existantes, qui sont construites pendant le confinement et qui nous serviront à l'avenir. À Nantes, par exemple, dans le quartier du Clos-Taureau, une chaîne de solidarité entre habitants s'est créée, entre distribution de paniers de légumes pour aller faire les courses pour ses voisins aussi. Donc autant d'actions qui renforcent la solidarité dans ces quartiers qui sont souvent décriés par les médias. Il y aura des batailles à mener aussi dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos structures privées ou publiques pour faire passer le message suivant. Ce n'est pas à nous de payer la crise, c'est au patronat. Et pour toutes les personnes écartées du monde du travail, il faudra des luttes, des résistances qui seront à mener contre ce chômage, contre la précarité, en réclamant par exemple l'interdiction des licenciements. La crise sanitaire fait ressortir les contradictions, les aberrations du capitalisme. Imposons-leur alors une société plus juste. Le gouvernement veut nous réduire au silence en durcissant le ton. C'est ce que prouvent les différentes gardes à vue, les amendes, les procès qui pénalisent actuellement les banderoles contestataires affichées au balcon. La répression va s'intensifier face aux tensions sociales. Nous devons rester soudés et opposer la force de notre camp. Ici, comme dans tous les pays où la lutte fait rage contre des gouvernements qui cherchent à nous faire taire, organisons-nous pour imposer une société débarrassée de la loi du profit par l'Union internationale des travailleurs. Merci.